Bonjour Danielle Thierry. Bonjour Sophie. Vous avez été la première femme commissaire divisionnaire. Vous êtes l'auteur de nombreux romans policiers avec Sex Doll qui vient de sortir notamment aux éditions Flammarion. On retrouve votre commissaire Edwige Marion qui était également dans le roman Féroce, publié chez J'ai lu. Vous publiez en littérature jeunesse. Quel a été votre parcours, Danielle? Mon parcours Professionnel et professionnel, alors professionnel, bon, j'étais une des premières femmes à être officier de police. Il y en a eu quelques-unes avant, mais très peu. En 69, je passe le concours et puis alors là, à partir de là, j'ai fait différentes choses. La brigade des mineurs, les stupes, le proxénétisme, une brigade territoriale à Lyon. Et puis ensuite, je passe le concours de commissaire puisque c'est le moment où on nous autorise à le faire. Jusque-là, ça n'était pas possible. Et je fais donc mes 2 années de formation et j'intègre la police aux frontières à Lyon. Voilà. Je suis restée dans cette direction pendant pas mal d'années, parce que j'ai fait de l'aérien, après j'ai fait du ferroviaire, la police, la sécurité des chemins de fer sur le territoire national et même au-delà des frontières. Et puis ensuite, j'ai fait un petit peu de syndicalisme et je suis passée à la police en détachement où j'ai travaillé auprès de grandes entreprises, notamment Air France, France Télécom, qui est devenue Orange, et La Poste, où j'ai terminé ma carrière comme directrice de la sûreté, puisqu'il y avait dans toutes ces entreprises des problématiques de sûreté. Alors on ne dit pas sécurité, parce que la sécurité, ça relève plus de la technique, tandis que la sûreté relève plus de la malveillance et donc de tout ce qui peut être dirigé contre ces entreprises. Les moyens de transport, bien sûr, les avions, les trains. Pour ce qui est des télécommunications, c'est évident, c'était toute la mise en place des moyens à la fois d'interception, à une époque où la téléphonie mobile commençait à se développer un peu vite, et on a vu ce que ça donnait, également Internet, pour pouvoir justement, pour que les services de police et de justice puissent bénéficier de toute cette manne que constituent les échanges téléphoniques et toute la cybernétique. Puis ensuite, la Poste était soumise à des attaques en règle avec la banque, des braquages, beaucoup de cambriolages, beaucoup aussi de malversations en interne, que ce soit financière, que ce soit des vols divers et variés, de colis. Il y avait toute une restructuration aussi de l'entreprise avec la construction de grandes plateformes qui nécessitaient qu'il y ait des spécialistes pour donner un point de vue éclairé et faire des prescriptions pour que ces emprises soient sécurisées. Vous écrivez, et vous avez vu, voilà, vous êtes allé dans des endroits très riches, très différents. Vous écrivez une série de littérature jeunesse avec 2 jumeaux dont les parents vont changer de métier à chaque fois. Ils vont être aussi bien gardés. Le papa est plutôt un rôle de gardien, la maman s'occupe de la communication. On peut être aussi bien dans le milieu du foot, dans le milieu du théâtre. C'est important pour vous d'avoir des romans policiers qui s'adressent à la jeunesse et qui leur permettent aussi de réfléchir? Oui, alors c'est un éditeur qui est venu me faire cette proposition un jour. Ça avait commencé avec une petite maison d'édition qui, hélas, a disparu et qui n'a pas pu donner suite au projet que nous avions, à savoir qui était de décliner quelques problèmes contemporains, de société, à la fois apporter aussi des informations aux enfants sans être didactique, sans faire des espèces de cours assommants. Voilà, donc je trouvais que le vecteur du polar, le polar qui est quand même un peu inscrit dans la vie aussi, qui nous raconte la vie, même si c'est pas toujours drôle, ça permettait de leur faire aborder quelques milieux, et puis un peu celui de la police aussi, parce qu'il y a toujours quand même chez moi cette référence à l'institution, au monde des adultes, et qui n'est pas forcément un monde, qui peut être un monde adulte un peu prédateur, un peu déviant, mais qui quand même la plupart du temps est un monde de référence. C'est important pour que les enfants puissent s'adosser à quelque chose dans leur éducation. Alors mes personnages, bien sûr, c'est le cas, et j'espère que je peux transmettre cette affaire
à mes jeunes lecteurs que je rencontre souvent dans les classes et qui sont évidemment toujours passionnés par tout ce qui concerne la police, le métier de policier, les investigations criminelles en particulier, parce que c'est quand même ça qui les intéresse le plus. Et donc, au moment de la composition de cette série, ce qui donc s'inscrit dans la collection Souris Noire chez Syros, l'idée c'était que on puisse les transposer d'un lieu à l'autre sans que ça fasse trop artificiel, sans qu'on soit que ce soit trop tiré par les cheveux. Donc, d'où l'idée de créer ces parents qui travaillent donc pour une boîte d'intérim, qui travaillent en couple et qui font des remplacements. Alors évidemment, ils sont pas directeurs de théâtre ou du grand stade, ça se saurait, mais ils ont des fonctions qui sont milieu de gamme. Lui, le papa s'occupe souvent de sécurité et de surveiller un peu ce qui se passe. Et la maman, ça peut être à l'école de police, elle est lingère, lui, il est jardinier, par exemple. Et puis au stade, le papa s'occupe de la sécurité et la maman, elle s'occupe des loges des VIP. Elle met les fleurs dans les loges. C'est une manière de pouvoir les amener dans des lieux qui, moi, m'ont passionné, m'ont intéressé, où je suis allée d'ailleurs, évidemment, faire beaucoup de repérage. Bon, l'école de police, ça m'a pas trop coûté, parce que je la connaissais déjà. Et puis, en même temps, d'avoir un environnement chaque fois différent. Vous avez une nouvelle série qui sort très bientôt chez Syros, qui est adressée aux plus grands ados. Oui, exactement. Donc là, c'est pareil, c'est une nouvelle orientation parce que la série des petits, c'est très bien, je me suis bien amusée, on en a fait 5. Ça continue à marcher très bien, je continue à faire des interventions dans les scolaires, mais je trouve qu'il y avait un petit manque aussi avec les ados, grands ados, jeunes adultes, qui sont en demande. Il n'y a pas énormément d'offres, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce que justement, c'est compliqué de savoir ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent. Évidemment, cette catégorie-là, je vois bien sur le stand, ils s'arrêtent, ils disent non, mais vous me prenez pour un bébé. À partir de 13 ans, c'est fini, ils veulent plus, et ça les dévalorise. Bon, il y a des enfants qui, à 9 ans, ont déjà lu tout Harry Potter, donc évidemment, on peut pas leur proposer des choses. Et puis, le livre adulte, à l'inverse, à part jusqu'à 16-17 ans, faut quand même faire attention, c'est pas forcément on est moins précautionneux dans nos modes d'expression, dans la façon d'aborder certaines choses, la violence, la description de certaines scènes de crimes, le sexe aussi parfois. Et donc il y a une petite tranche là de quelques années qui était un peu orpheline. Et j'ai décidé, la maison Syros m'a proposé de commencer une petite série pour cet âge-là. Et le premier sort en avril, s'appelle Cannibale. Et le deuxième est déjà dans le four, en train de chauffer. Et vous écrivez depuis des années les enquêtes de la commissaire Edwige Marion. Dans le dernier, dans Sex Doll, la scène d'ouverture est surprenante. On est dans une maison où le propriétaire s'inquiète parce que dans la chambre d'à côté, il se passe des choses bizarres. Il va penser à un prénom féminin. Elle est en train de se faire maltraiter, torturée. Il a hâte que son client parte pour aller s'occuper d'elle. Et on s'apercevra que quand il rentre dans la chambre, ce n'est pas une femme qui était battue. Heureusement, c'était une sex doll. Ça existe des maisons avec des poupées pour les grandes personnes comme ça. Oh oui, des maisons, je sais pas. À ma connaissance, il n'y en a pas tant que ça, mais en tout cas, il y en avait une, c'est sûr. Et je pense que même si apparemment on m'a dit qu'elle avait déménagé, mais elle a dû se réinstaller ailleurs. Bon, il y en a au moins une à Paris. Voilà. Et j'ai découvert ça par hasard à cause d'une polémique qui s'était fait jour justement autour de cette activité. Et puis, évidemment, la curiosité a fait que je me suis dit, mais c'est pas possible. Bon, dans mon passé policier, j'ai évidemment côtoyé tout et son contraire. Le monde du sexe est un monde riche en surprises.
J'ai vu des poupées gonflables. Alors on me dit c'est des poupées gonflables. Non, ce ne sont pas des poupées gonflables, ce sont des poupées en silicone qui ne se dégonflent pas d'ailleurs et qui aujourd'hui d'ailleurs sont fabriquées selon des critères de plus en plus sophistiqués puisque elles arrivent on les fait parler. Bon, alors évidemment, comme elles sont destinées quand même à une tâche bien particulière, bien précise, elles ne vont dire que des choses agréables. À leur partenaire, à celui qui va momentanément en faire usage. Elles vont leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont les plus beaux, qu'ils sont les meilleurs amants. Et puis quand ils en ont marre de les entendre parler, ils peuvent tourner le bouton et les faire taire, ce qui est bien commode. Hein. Bon, alors on en fait aujourd'hui aussi qui ont la peau qui frémit quand vous la touchez. Elles ont aussi, certaines ont des caractéristiques physiques que vous pouvez choisir. C'est comme un catalogue. Hein. Vous pouvez choisir des brunes, évidemment, blondes, la couleur des yeux, la taille des seins, la forme, la taille aussi de la poupée. Et puis, certaines fois, ça va même beaucoup plus loin, puisque, notamment au Japon, ils les font fabriquer à l'effigie de quelqu'un qui leur plaît particulièrement. Ça peut être une comédienne, une actrice, ou, dans certains cas, des personnes proches, des femmes sur lesquelles ils fantasment, voire leur mère, puisque certains font fabriquer des poupées à l'effigie de maman, ce qui dit beaucoup de choses quand même de l'état, parfois, de notre psyché. Je dis nous, pas pour faire large, mais... Voilà, parce qu'il y a aussi la recherche par certaines femmes, notamment, de ces contacts avec des poupées en silicone, mais qui sont cette fois des bébés qui reproduisent des nouveau-nés, plus vrais que nature, très moches donc, mais avec lesquels elles ont une relation qui n'est pas une relation de jeu, puisque elles s'en servent comme un substitut d'enfant. Ce ne sont pas forcément des femmes qui sont en recherche de maternité ou en mal de maternité. C'est plutôt l'inverse, plutôt des femmes, soit qui ont perdu un enfant, alors bon, évidemment, ça on peut comprendre, en bas âge, ou dont les enfants sont partis et qui avaient un peu surinvesti leur rôle de mère, puisque tout le monde doit savoir que quand on met un enfant au monde, c'est pas pour soi qu'on le fait, c'est pour lui déjà, et qu'on doit lui donner tous les moyens possibles pour vivre sa vie. Chacun des romans de la commissaire Edwige Marion va nous emmener dans des endroits différents. Ça peut être des disparitions dans le cadre d'un zoo. À un autre moment, elle ira sur le milieu de la tauromachie. Edwige Marion, elle n'enquête pas toute seule, c'est toute une équipe, notamment dans les derniers romans, il y a une psychocriminologue qui est arrivée, il y a la médecin légiste qui y travaille, il y a beaucoup de gens dans son équipe. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une de vos spécificités. Vous êtes une des rares auteurs qui montre autant de gens dans une équipe, et je trouve ça important. Vous vouliez vraiment retranscrire la vérité policière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la flic qui enquête toute seule, mais c'est le travail d'une grande équipe pour résoudre les affaires. C'est le principe. Hein. D'ailleurs, quand on me dit que j'ai une héroïne, je n'ai pas une héroïne. On a coutume de dire, nous, policiers, que chez nous, les héros sont morts. Et on les érige en tant que tels parce qu'il faut les distinguer par rapport à quelque chose qu'ils ont fait effectivement d'un peu héroïque, ou en tout cas qui a dérogé à leur activité habituelle, alors que ce n'est qu'un personnage principal, c'est mon personnage récurrent, et tous les gens qui sont autour d'elle ont autant d'importance parce que, par construction, le travail de police et le travail d'enquête en particulier, c'est un travail d'équipe, ça ne se fait pas tout seul. C'est une hérésie dans les séries de mettre en avant quelqu'un qui va aller faire le pour Lonesome Cowboy et qui, bien sûr, est torturé, ne s'entend avec personne et ne supporte personne autour de lui. Alors, il y a l'équipe de policiers, mais il y a tous les autres, hein, parce que les techniciens, il y a les ingénieurs, toute la police scientifique et technique qui, aujourd'hui, est évidemment très importante, les psys dont on parle, parce que ce sont aujourd'hui des aides à l'enquête qui sont devenues complètement incontournables, hein, et puis toute la chaîne pénale, quand même. Moi, souvent, les magistrats ou les avocats viennent me voir en me disant « Mais enfin, quelqu'un qui parle de nous », parce que
l'officier de police judiciaire qui mène une enquête, il la mène vraiment sous la direction d'un magistrat. Il fait rien de lui-même, quoi. Il doit rendre compte tout le temps alors à l'autorité administrative d'un côté pour évidemment tout ce qui est matériel, s'il a besoin d'une voiture, c'est à son patron qui va la demander. S'il a besoin d'un téléphone, c'est à son patron qui va le demander. Mais si il doit aller mettre quelqu'un en garde à vue, il va le faire sous le contrôle d'un magistrat. Et beaucoup d'auteurs de romans policiers oublient ou omettent ce truc-là, peut-être souvent parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils se réfèrent à ce qu'ils voient à la télé, et qui n'est pas du tout le reflet de la réalité. Bon, après, il ne faut pas submerger les gens de procédures, parce que ça serait contre-productif. Je pense que c'est sans intérêt, mais au moins un minimum pour que, justement, on s'en rende compte que ça peut pas se passer comme on le voit la plupart du temps. Voilà. Où les flics arrivent sur une scène de crime, tout le monde est empaqueté dans les combinaisons, les masques, les charlottes, les trucs, et eux ils arrivent avec leurs petites chaussures, ils viennent patauger partout. Alors évidemment c'est pas télévisuel, hein, l'équipement de l'identité judiciaire n'est pas du tout sexy. Mais néanmoins, ça fausse le jeu. Ça voudrait dire qu'il y a des gens qui peuvent polluer une scène de crime et d'autres qui ne peuvent pas la polluer. C'est ridicule. Vous aviez eu le prix du Quai des Orfèvres qui avait été publié chez Fayard et maintenant qui est disponible chez J'ai lu. Il s'appelle Des clous dans le cœur. Ça a une expression particulière? Ah oui, alors les clous dans le cœur, ça a été un peu réutilisé par la suite par beaucoup de mes collègues, confrères, en littérature aussi. C'est une expression qui m'était venue un jour que j'interviewais une commandante de police qui a travaillé depuis le tout début de l'affaire Estelle Mouzin, la disparition de cette fillette. Et donc ça se passait des années après. Je l'interviewais dans le cadre d'un livre que j'écrivais avec un de mes collègues sur la PJ de Versailles. C'est une affaire qui s'est déroulée entièrement là-bas. Et cette jeune femme avait un témoignage vraiment poignant sur l'affaire. Pas du tout pleurnichard, hein, mais c'était poignant. On sentait qu'elle n'arrivait pas à faire... à passer à autre chose. Voilà, qu'elle traînait cette affaire comme... elle aurait eu un sac de cailloux sur le dos et que voilà, elle avait beaucoup de mal avec ça. Et quand je suis sortie de cette rencontre avec elle, j'étais avec son patron et je lui dis c'est vachement émouvant. D'ailleurs, chaque fois que j'ai réécouté l'enregistrement pour le transposer, et chaque fois que je l'ai relu, j'avais toujours cette espèce de truc qui me serrait là, et je le dis à son chef de service, j'ai l'impression, c'est comme si elle avait un clou dans le cœur. Elle me dit, c'est drôle que tu utilises cette expression, parce que lui qui avait travaillé aux États-Unis comme adjoint de sécurité pour l'ambassade de France, qui connaissait donc bien les Américains, il dit, les Américains, eux, ils ont une formule pour qualifier justement ces affaires non résolues. Ils disent que quand ils arrivent au bureau, c'est comme s'ils s'asseyaient sur un clou. Et bon, le clou n'est pas au même endroit, on est moins romantique, mais voilà. Donc je me suis dit, bah oui, finalement, cette expression qui m'est venue spontanément, elle a finalement beaucoup de sens. Et puis, beaucoup de gens, après, l'ont réutilisée pour parler de ces affaires qui sont... alors d'autres ont dit de façon plus légère, c'est comme une écharde qu'on a dans le pied ou dans un doigt, et qui... C'est pas grand-chose, mais finalement, chaque fois qu'on touche, ça fait mal, ça fait quelque chose. Et voilà, on n'arrive pas vraiment à passer outre, à passer à autre chose. Donc j'espère de tout cœur que toutes ces affaires, un jour, seront résolues, parce que on dit que les policiers, alors pour reprendre le clou, un clou chasse l'autre dans les affaires, et c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'en ai quelques-uns de clous. Non, je me souviens parfaitement des gens, de ce que j'ai. Alors, je me dis pas toute la journée, mon Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas fait, ou pourquoi j'ai pas sorti cette affaire, parce qu'évidemment la vie passe et les choses aussi, mais en tout cas, ça reste présent dans la mémoire comme quelque chose qui
On n'a pas rendu justice, on n'a pas fait peut-être, on est passé à côté d'un truc et on n'a pas fait ce qu'on devait pour la victime, pour sa famille. On n'a pas permis, même si ça paraît un peu psychotruco machin, mais on n'a pas permis à une famille de faire son deuil comme elle pourrait pouvoir le faire à partir du moment où elle a quelqu'un en face d'elle, dont elle sait qu'il est responsable de ce qui s'est arrivé, que la justice humaine, même si ce n'est que la justice humaine, va le juger et va rendre justice à eux et à leurs victimes. J'en reste là parce qu'après tout le reste, pour moi, c'est de la phrasologie, la vérité, le machin, tout ça, c'est un peu... voilà. Je sais pas, chacun a la sienne, hein, en gros. Mais en tout cas, c'est la notion de justice qui m'intéresse. Merci beaucoup pour votre témoignage, Danielle Thierry. Puis j'invite les lecteurs à retrouver donc Des clous dans le cœur, et puis également Edwige Marion et toute son équipe avec, je le rappelle, le Sex Doll qui est sorti aux éditions Flammarion, Féroce chez J'ai lu et la littérature jeunesse chez Syros. Merci Danielle. Merci beaucoup.